Bien, merci. On va vous présenter très rapidement, mais avant d'en venir à notre table ronde et de faire les présentations en bonne et due forme, on avait un petit message enregistré à passer, puisque Pauline Mispoulet de Socola ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Elle a quand même accepté de faire un petit enregistrement de témoignage qui va nous servir un petit peu comme introduction. On va passer tout de suite cet enregistrement. Merci. Dans le cadre de la digitalisation du groupe et des adhérents, on a mis en place une architecture informatique autour d'un élément central qui est le PIM, qui constitue en quelque sorte le backbone de toute l'infrastructure informatique qui permet en fait aux adhérents de relier leur propre écosystème, ERP, marketing, e-commerce, etc., autour du PIM Socoda. Donc une fois que cette architecture assez complexe, il faut le dire, compte tenu du fait que nos adhérents ont des systèmes informatiques tous différents. Une fois qu'on a l'architecture, la deuxième étape du projet, c'est d'avoir de la data de qualité, puisqu'effectivement, c'est ce qui fait la pertinence in fine de tout ce que nos adhérents produisent, que ce soit pour leurs outils de gestion, la gestion de leurs tarifs, leur site e-commerce. Voilà. Donc, on a démarré ce chantier de l'amélioration de la data produit et de la data, on va dire, en provenance de nos fournisseurs, parce qu'on s'est rendu compte, d'une part, d'une très grande hétérogénéité des pratiques des fournisseurs dans le domaine, avec certains qui sont très outillés depuis longtemps, on va dire, dans notre branche électricité, par exemple, et puis d'autres dans lesquels il y a énormément de travail à faire, où on a une data de très mauvaise qualité, il faut dire les choses. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer avoir une fiche produit sans photo ou avec des libellés qui sont en fait des résumés ou des condensés, donc qui sont absolument illisibles. Et donc, faute de ce travail fait en amont, qui fait perdre, on va dire, beaucoup de temps, puisque tout le monde est obligé de refaire le travail, Socoda s'est fixé comme objectif de pouvoir offrir un système unique qui permet aux adhérents d'avoir une ressource de bonne qualité. Alors évidemment, en termes de qualité, aujourd'hui, on n'y est pas, mais c'est l'objectif pour leur éviter d'avoir à faire ce travail. Donc l'intérêt, c'est gagner du temps, et gagner du temps, mais c'est aussi gagner de l'argent, c'est éviter à avoir des personnes en interne à ne faire que ça, en fait, à retraiter de la data fournisseur. J'insiste sur ce point parce qu'il y a quand même une déperdition de temps et d'argent dans la chaîne de valeur qui est monstrueux, parce qu'un fabricant qui améliore sa qualité de la donnée, il évite à tous les distributeurs de refaire le travail. Donc, il y a vraiment un enjeu extrêmement fort dans la filière autour de ça. Et donc, pour relever ce challenge, parce que chez Socoda, il y a 700 fournisseurs sur 5 branches différentes, hein, donc on peut vraiment parler d'un challenge, on a ouvert 2 voies et 2 pistes. Une première piste qui est une piste interne avec l'idée d'une sorte de PIM collaboratif, c'est-à-dire qu'on a désigné des adhérents référents qui ont déjà de la qualité, de la donnée de qualité dans leur propre système et qui sont des spécialistes d'un certain métier et qui nous aident en fait à améliorer le système d'information et de la qualité de la data sur leur environnement et qui peuvent nourrir le système, moyennant bien sûr des contrôles, etc. Donc l'idée d'ouvrir un PIM collaboratif, c'est-à-dire demain, un adhérent qui a par exemple de la data de très bonne qualité sur les abrasifs, eh bien, à travers une collaboration avec le PIM référent, on va pouvoir récupérer ces datas et la mettre à disposition des autres adhérents. Donc ce mode collaboratif, on y croit beaucoup. Il va prendre du temps à se mettre en place. Donc ça, c'est la voie interne. Et dans la voie externe, eh bien, on a souhaité aussi s'appuyer sur l'expérience et sur l'outil d'un partenaire qui s'appelait Alchemix quand on les a rencontrés, qui s'appelle Salsify maintenant. Et donc, on lance ce projet avec Salsify. Ce qui nous a conduit à ce choix, je vais dire en parallèle, c'est profiter de l'expertise et de l'expérience d'un partenaire qui a déjà œuvré depuis longue date dans le retail. Et le retail s'est énormément structuré autour de ce sujet data.
Et puis d'avoir des équipes qui sont assez rapidement disponibles et expertes de ce sujet. Nous, on avait, on va dire, plutôt tout à faire. Voilà, donc à la fois des personnes, compétentes sur le plan, technique, une technologie qui est éprouvée et puis, des équipes derrière parce qu'il faut, onboarder les fournisseurs, faire beaucoup de pédagogie, créer du lien. Donc il y a aussi des qualités humaines à mettre derrière ce projet et donc c'est pourquoi on a choisi Salsify pour nous accompagner. Voilà. Alors, merci à Pauline qui a quand même témoigné sur son expérience et son projet autour de la data. On y reviendra, mais on va présenter nos deux intervenants. Alors, Xavier, pour ceux qui ne connaissent que le rouleau de scotch chez 3M, mais quelles sont les autres activités? Je suis sûr qu'il y en a très peu dans la salle d'ailleurs. Quelles sont les autres activités de 3M? Alors déjà bonjour à tous, Xavier Rio, je suis Global E-Commerce Manager pour 3M et l'essence même de 3M c'est la science et l'innovation. Et cette innovation définie par la science nous permet de décliner l'ensemble de nos produits par des plateformes et d'appliquer le rouleau de scotch designé et conçu par le grand public au marché de la santé à travers un certain nombre de pansements. Les pansements, les scotch, va être aussi designé pour des applications industrielles OEM, très poussées pour coller des pièces dans un Airbus par exemple. Et enfin, on va avoir du scotch qui va être designé à la fois pour l'isolation électrique, revendu par les réseaux de distribution Rexel, Sonepar, Socoda, Ecofac, mais également des rubans de masquage pour les industriels de la peinture. Donc 3M, c'est vraiment la société qui, à travers l'ensemble de ces marchés, va appliquer la science pour l'amélioration de l'humain. Merci beaucoup. Arnaud, on connaissait Alchemix, maintenant c'est Salsify. Tu nous expliques? Oui, bah, écoutez, avec plaisir. Donc moi, j'ai un historique, parce que ça fait 5 ans et demi que je suis dans la société, avec 5 ans passés chez Alchemix, et maintenant chez Salsify, en charge de l'Europe du Sud. Donc le rapprochement a été effectué en milieu d'année dernière, au mois de mai, et ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui, d'être un groupe beaucoup plus grand, international, là où on était historiquement focalisé sur le marché français. Et c'est surtout une complémentarité d'offres, à savoir qu'on était Alchemix focalisé sur les besoins des distributeurs ou des négociants. Et avec Salsify, on est aussi en mesure de pouvoir accompagner les industriels sur ces enjeux de transformation autour de la gestion de l'information produit. Et c'est maintenant 800 personnes dans le monde, avec 4 bureaux en Australie, aux États-Unis, à Londres, à Paris. Parfait. Alors, on vient d'entendre Pauline qui nous expliquait effectivement que la data, sa qualité, sa quantité aussi, sont des enjeux très stratégiques chez Shokoda. Ils sont en train d'opérer leur digitalisation, celle de leurs adhérents. Cet enjeu, il est valable pour toute la filière du négoce. Rien n'est organisé de façon uniforme ou homogène dans ce secteur. Et effectivement, comme le disait Pauline, à l'heure de l'omnicanal, c'est impensable d'avoir des fiches produits dépouillées ou sur lesquelles il manque une photo, notamment quand c'est des produits à considération, hein, parce que sur des clous ou des vis, c'est moins important, on va dire, les photos, même si. Elle insiste aussi sur la déperdition de temps et d'argent liée à la mauvaise qualité de la data. Alors Xavier, on voit bien, et même on parlait ce matin déjà d'écologie de la data, hein, c'est un sujet maintenant. On voit bien qu'il y a des nouveaux comportements, des nouvelles attentes qui font bouger les lignes. Est-ce que c'est ces besoins qui président finalement à vos choix et à votre stratégie? Alors, dans cette étude qui a été éditée par le marché grand public aux États-Unis, on voit, et ça documente l'appétence des utilisateurs finaux à de plus en plus avoir une considération écologique bas carbone dans leur choix de leurs produits. Ce matin, ça a été rappelé par Julien de Rexel que de plus en plus d'utilisateurs finaux dans le domaine du négoce, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique, incluent les critères RSE dans leur appel d'offres. Et en tant que fournisseur, on a l'obligation de pouvoir, dans un premier temps, documenter, concevoir et fabriquer des produits qui vont répondre à ce type de demande, à cette grande tendance de marché, sous peur de perdre des parts de marché et effectivement de pouvoir continuer
à accompagner la croissance de nos partenaires de distribution en répondant à cette demande des utilisateurs. Donc effectivement, répondre aux clients. D'autres besoins clients émergent, notamment ce besoin de transparence, mais aussi de plus de choix, plus d'informations et plus de choix. N'est-ce pas Arnaud ? Oui, bah, on le voit clairement avec une tendance à, notamment dans le monde de l'électricité, à aller vers des sujets de place de marché qui sont là pour positionner des stratégies d'extension d'offres. Donc en fait, comment répondre à une demande croissante des clients avec une extension d'assortiment ? C'est des sujets notamment où la place de marché qui permettent d'adresser cette demande-là et qui en fait poussent les acteurs historiques à aussi repenser la façon dont les marques peuvent se différencier. Ce qu'on aime bien mettre en avant avec les slides que vous voyez, c'est que l'offre en magasin était historiquement limitée, ou même quand vous étiez négociant, vous référenciez auprès de certains fournisseurs. Quand vous êtes sur une stratégie digitale avec la mise en place de ces nouveaux canaux de commercialisation, la concurrence est beaucoup plus vaste. Ça permet aux négociants et aux distributeurs de répondre à la demande des consommateurs, mais ça représente un challenge pour l'industriel. Donc l'offre devient infinie. C'est le principe des marketplaces. On avait aujourd'hui Miracle aussi comme partenaire. Est-ce que ce sujet-là, il n'est pas vraiment nouveau en fait, puisqu'on a Amazon qui est là, qui est la marketplace par excellence, qui est devenu moteur de recherche de référence. Les gens démarrent leur parcours d'achat en cherchant des produits directement dans Amazon, notamment quand ils sont sur Prime, et qui a des taux de transfo incroyables, de l'ordre de 75%. Donc 80% des consommateurs qui commencent par chercher sur Amazon avant d'effectuer un achat, pour le choix, la richesse d'informations, comment lutter ? Alors, je crois qu'en France, on n'est pas forcément à 80% de mémoire, on est plutôt sur 60%. Donc on est plutôt à 80% aux États-Unis. Nous, on a des statistiques intéressantes parce que Salsify aux États-Unis, on a un partenariat, une proximité très forte avec Amazon. On accompagne les industriels pour les aider justement dans les processus de référencement pour faire en sorte que les offres soient positionnées à la fois sur la partie grand public et sur la partie Amazon Business. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en 2021, Amazon a changé 350 fois ses prérequis de demande en termes d'information produit. Et quand ils font ça, ils ne le font pas uniquement dans un but de venir embêter les fournisseurs, ils le font dans un but de pouvoir modifier en temps réel l'exposition des différents produits qu'ils vont pouvoir positionner aux clients par rapport à des stratégies d'analyse de pricing, par rapport à des positionnements produits, et aussi pour répondre à la demande des consommateurs. Donc la façon de lutter, je dirais pour lutter contre l'ogre Amazon, c'est aussi de positionner des plateformes technologiques agiles et avoir la capacité de gérer ces process et cette relation fournisseur avec une vision dynamique, là où historiquement, le retail et le négoce, de notre point de vue côté Salsify, on était plutôt sur un processus statique. On engageait vers le fournisseur, on récupérait l'importation une fois, c'était terminé. Je pense que ce temps-là est révolu avec cette problématique de transformation digitale. Et si vous voulez être bien positionné sur les différentes pages, quand vous êtes un industriel, sur les canaux de distribution avec lesquels vous travaillez, il faut vraiment adresser ces enjeux-là d'un point de vue dynamique. Alors Xavier, même question, Amazon, chez 3M, on trouve énormément de produits sur la marketplace Amazon. Quelle est votre position par rapport à Amazon et aux marketplaces en général ? Donc, quand on a lancé les premiers projets avec Amazon, Amazon pour nous est un distributeur supplémentaire. Donc, l'objectif est de répondre via ce nouveau canal de distribution avec ses besoins en termes de qualité de produit. Mais la stratégie de 3M n'est pas de se reposer à 100% sur les places de marché, mais également sur Amazon. Mais c'est vraiment de pouvoir accompagner l'ensemble de nos partenaires de distribution dans cette transformation digitale. Le contenu produit qui est demandé par Amazon et qui change de manière assez régulière, comme le soulignait Arnaud, on a vraiment cette capacité de pouvoir le partager avec l'ensemble de nos distributeurs, à condition qu'ils aient la possibilité d'intégrer l'ensemble des différents assets sur leur page produit. Et c'est là où la collaboration, le partenariat et les échanges vont être importants pour pouvoir partager et ne pas faire bénéficier seulement Amazon ou quelques places de marché du contenu produit enrichi qui est développé par l'ensemble de nos équipes en interne. Absolument. Alors tout à l'heure, Pauline Misfoulet parlait de l'importance de la qualité et de la complétude
des fiches produits et de la donnée en général. Tu confirmes, Arnaud ? C'est un enjeu qui devient un enjeu fondamental. Donc le prisme des marques, naturellement, c'est de pouvoir diffuser le même message, peu importe le canal de communication, auprès de ses clients et auprès des artisans quand on est dans le monde du négoce. Et l'enjeu, c'est aussi pour les négociants d'offrir une expérience nouvelle aux artisans avec le bon niveau d'information, avec notamment ce que nous, on a pu percevoir, en tout cas dans le monde de la GSS, une accélération très forte et un shift vers les scénarios de click and collect, où en GSS, il y a certains artisans qui vont encore faire leurs courses en GSS, des scénarios d'usage qui sont restés avec des taux de performance digitale et de scénarios de click and collect qui restent supérieurs à ce qu'ils étaient avant la pandémie. Alors là, par exemple, on a un exemple de fiche Amazon. Il y a ce qui se voit, il y a ce qui est sous le fold. Qu'est-ce qu'il faut avoir sur une fiche produit ? Alors, sur une fiche produit, le titre, les photos seront évidemment critiques. Et je pense que dans notre domaine B2B, on voit vraiment un shift entre la prédominance précédemment ce qu'on appelait des bullet points, des avantages, vers les spécifications techniques, vers les attributs techniques. Et c'est là où le sujet va apporter tout son charme, où dans une société qui va être multidisciplinaire, multiproduit, on va avoir à gérer 1200 attributs techniques différents sur l'ensemble de nos gammes pour permettre justement cette expérience enrichie auprès des utilisateurs finaux sur nos sites de marque, mais également et surtout pour le e-commerce, sur le site B2B de nos distributeurs. Alors, on va parler B2B évidemment, mais effectivement, de manière générale, aujourd'hui, la question en fait des attentes clients, des comportements clients, qu'ils soient B2B ou B2C, entraîne une nouvelle complexité. C'est les comportements omnicanaux notamment. Et on va en parler avec notamment cette gestion des données produits qui est très sensible, encore plus sensible quand il y a à la fois le fournisseur et le distributeur. Alors, la question à Arnaud, c'est quoi les défis à relever ? Quels sont les conseils, en fait, les bonnes pratiques pour l'un et l'autre, distributeur, fabricant, en matière de gestion des données ? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, tout part du consommateur. Et en fait, le premier critère qu'on constate, et on le constate par des données chiffrées sur nos plateformes, donc on a la chance de travailler avec des acteurs de la distribution, GSA, distribution spécialisée et également du négoce. Et en fait, on voit d'année en année une augmentation du nombre d'attributs demandés. Et c'est pour répondre à des problématiques différentes, des problématiques de marketing, des problématiques de mise en avant de produits, mais aussi des problématiques liées par exemple au RSE, où il y a besoin de mise en avant de ces informations pour pouvoir répondre à des appels d'offres, quand on est dans le cadre du négoce, pour pouvoir exposer ces informations, pour prendre un critère de décision dans le cadre de sélection de produits. Je trouve que les analyses de 3M sur le fait que la nouvelle génération chez les artisans et également chez les clients du négoce demande à savoir si les peintures sont saines ou sans présence d'allergènes, c'est des éléments qui, je pense, doivent pousser à la réflexion. Ce qu'on voit aussi, c'est une demande de plus de produits. Ça nécessite soit d'aller chercher de l'extension de gamme chez les fournisseurs, soit d'aller chercher plus de fournisseurs aussi. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que ce processus est dynamique et il y a également Amazon qui dicte le là sur la qualité de service, les délais de livraison à domicile ou les délais de mise à disposition en point de vente chez certains acteurs qui poussent à une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Et ça nécessite de pouvoir fluidifier les échanges entre les différentes équipes, surtout quand il faut aller récupérer l'information auprès du fournisseur. Alors, justement, fournisseur, distributeur, chez 3M, comment est-ce que vous collaborez avec vos distributeurs et quels sont les défis que vous rencontrez dans cette collaboration ? Alors, en termes de e-commerce, en fait, on a deux grands défis. On en a parlé. C'est d'abord développer du contenu produit. On fabrique, on conçoit, mais également on doit développer le contenu produit. Et là, on a en Europe, c'est plus de 20 000 références vendues dans une trentaine de pays, 1200 attributs techniques, et l'ensemble du contenu produit va être localisé, traduit dans 13 langues. Donc, on doit pouvoir développer et avoir les processus adaptés pour éditer ce contenu. Et le deuxième défi, c'est comment le partager. Moi, d'un point de vue e-commerce, d'avoir du beau contenu dans nos systèmes, c'est que l'intermédiaire. Pour moi, je veux que quand je discute avec un partenaire de distribution qui me sort mon scoring digital,
je veux avoir sur les attributs techniques prioritaires le scoring maximum, parce que je sais qu'on aura enrichi le contenu produit, et pour ça, on doit, s'appuyer sur les équipes commerciales, les équipes marketing et e-commerce, pour engager la discussion avec l'ensemble de nos partenaires de distribution, travailler cet échange, le mapping, l'intégration, le délai d'intégration des données, et également prendre en compte l'ensemble des différents standards. Alors en France, on a le format FAB10, on en a d'autres dans le retail, mais on observe quand même que chacun des pays a l'ingéniosité d'inventer son propre référentiel. Donc, nous, 3M, on doit jouer avec FAB10, Metel, IFO dans les pays nordiques pour pouvoir partager nos informations produits. Alors justement, bon, les enjeux, les défis sont clairs. Maintenant, on va passer aux travaux pratiques. Comment on fait pour mettre en place justement cette gouvernance de la donnée et cette relation entre fournisseurs et distributeurs? On fait comment? Arnaud, on commence par la collecte des données. Voilà. Quelles sont vos recommandations? Je pense que la recommandation, c'est une recommandation plutôt de pragmaticité, de bonne pratique. On commence par mieux discuter et par mieux collaborer. C'est-à-dire qu'il est fondamental de pouvoir, d'un point de vue négociant ou d'un point de vue distributeur, exprimer ses besoins. Et quand on est avec des acteurs comme 3M qui ont la vision stratégique et la compréhension de ces enjeux-là, il n'y a généralement pas de problème. En revanche, quand vous êtes avec des acteurs et des fournisseurs de taille intermédiaire, vous avez encore besoin d'expliquer pourquoi c'est important. Certains acteurs ne sont pas encore évangélisés sur ces sujets et il y a un besoin de prêcher la bonne parole. Après, derrière, ce que nous, on recommande, c'est de pouvoir avoir justement cette flexibilité et de suivre le cycle de vie du produit pour ne pas bloquer des processus, pour ne pas bloquer des problématiques de passage de commande, pour pouvoir récolter les bonnes données de tous les fournisseurs au moment où on en a besoin. Et on n'a pas forcément besoin de toutes les données au bon moment. On n'a pas besoin d'envoyer un cahier des charges qui dit « je veux 350 attributs sur telle catégorie de produits 15 semaines avant le lancement d'une offre ». Il y a peut-être des façons intelligentes de pouvoir segmenter et de pouvoir travailler sur des processus parallèles sans bloquer justement les collaborations existantes entre fournisseurs et distributeurs. Alors à l'arrivée, c'est quoi les résultats? Parce que ce qui compte, et on aime bien ça dans le retail, c'est des chiffres, des données de ROI sur ce type de démarche. Est-ce qu'on peut illustrer avec des résultats, peut-être avec des exemples obtenus dans le commerce plus traditionnel, dans la grande distribution? Ah oui, puisqu'on est en cours de déploiement avec les acteurs du négoce connecté, donc on n'a pas encore de recul au bout d'un an pour pouvoir partager des informations là-dessus. Donc on travaille de notre côté avec le groupement Socoda, on travaille aussi avec une société qui s'appelle Tout Faire Matériaux, que vous devez connaître. On a des cas d'usage où en quelques semaines, on a pu récupérer 190 000 produits quand on travaille par exemple avec une enseigne comme Leclerc sur la partie bricolage uniquement. Là, on ne parle pas de la partie GSA. On met également un peu d'intelligence pour accompagner les plus petits, pour pouvoir faire des recommandations de modification de contenu quand on voit que le contenu est faux. Ce qu'illustre Pauline quand elle dit qu'il y a énormément de déperdition d'argent, c'est quand ces équipes récupèrent des informations produits avec une mauvaise qualité, soit il y a des modifications internes qui doivent être faites, soit il y a des relances qui doivent être faites auprès des fournisseurs, et tout ça, ça fait perdre du temps. Donc nous, on essaye de rajouter de l'intelligence au niveau de la plateforme, on est capable d'avoir une meilleure qualité de données grâce à ces éléments-là. On met également des processus interactifs, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite sur certains cas d'usage. Quand on est capable d'emborder 2000 fournisseurs et 700 000 produits en 6 mois, c'est quelque chose de significatif. Donc on a ces KPI, vous pouvez les lire et on peut en discuter après si vous le souhaitez, mais on a ces éléments où on permet d'accélérer le time to market et de ne pas bloquer les processus pour pouvoir permettre de faire du commerce. C'est ce qu'évoquait Pauline dans sa vidéo, effectivement, la perte de temps. Alors c'est vrai qu'il faut le chiffrer pour mesurer l'importance de ce sujet. Xavier, la relation avec les distributeurs chez 3M, comment ça se passe au niveau justement de la gouvernance et de la data? Alors c'est un vrai parcours qui repose sur vraiment deux choses. D'abord, il faut être sûr que nous, en interne, on ait développé le contenu produit. Et pour ça, quand on préparait l'intervention, j'ai partagé quelques chiffres. Sur cette année, sur l'ensemble des pays européens, on aura enrichi au niveau cible 76 000 références. On aura développé plus de 300 000 attributs techniques. Et l'une des fonctionnalités des attributs qui est vraiment en émergence, c'est les relations produit to produit. Et donc, on a créé quasiment 200 000 relations entre produits
pour favoriser le cross-sell, l'upsell, les accessoires et la substitution. Mais on est vraiment à un niveau qui est, je pense que les équipes ont fait un bon travail cette année, mais on est loin des attentes qu'on doit pouvoir fournir. Et ensuite, la vraie problématique, c'est comment on le partage. Et pour ça, on s'est appuyé sur la technologie Salsify, où la solution nous a permis de faire deux choses. La première, c'est de déployer des catalogues Salsify de téléchargement des données. Et l'ensemble de nos lancements produits est accompagné d'un catalogue disponible dans les différents pays pour permettre de faciliter le référencement avec l'ensemble des données marketing et logistique dans le cadre du lancement. Et on a mis une règle très claire, c'est qu'un lancement avec une absence d'informations marketing est repoussé au trimestre d'après. Et là-dessus, c'est une règle sur laquelle on est resté intransigeant. On ne peut pas maintenant se permettre de faire un lancement de produit en absence de données. Ces catalogues qui nous ont permis de faciliter la diffusion de notre information produit en self-service ont été visités plus de 120 000 fois par les équipes 3M, parce que nos responsables commerciaux de distribution ont leur inventaire de catalogue en disant bon bah voilà, je travaille avec tel partenaire et je vais mettre en avant les nouveaux disques abrasifs, voilà les ensembles des éléments. Mais on a certains partenaires de distribution qui vont nous dire nous on a besoin de solutions adaptées one-to-one. Et donc là on a une autre solution Salsify qui nous permet justement de faire ce mapping multilangue de transfert des informations produits, avec une possibilité également de le faire via des systèmes d'API. Ça n'a pas été encore mis en place en Europe. J'attends des demandes s'il y en a dans la salle. Ça a été fait chez certains prestataires aux États-Unis avec succès, mais la rapidité seront vraiment des éléments clés. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Alors, dernière question pour conclure. Si vous aviez 2 conseils à donner aux acteurs du négoce dans la salle qui ne savent pas trop par quel bout prendre ce sujet, ce serait quoi vos 2 conseils ? Un peu comme le disait Cédric, je pense que on est sur la transformation de la chaîne marchandise et c'est un peu les fondamentaux de la distribution et du négoce, donc il ne faut pas les sous-estimer. Et il faut absolument impliquer la communauté de fournisseurs en amont pour pouvoir travailler et pour pouvoir construire ces fondamentaux, parce qu'il y a une partie qui peut être faite en interne, mais il ne faut surtout pas sous-estimer cette relation-là pour pouvoir avoir un succès de bout en bout. Xavier ? Et pour moi, ça va se résumer en un mot, collaboration. Collaboration avec les équipes en interne, savoir les embarquer et puis les équiper pour pouvoir parler digital, e-commerce avec nos clients distributeurs, et collaboration avec les partenaires de distribution pour savoir quel va être le bon mapping, à quelle fréquence mettre à jour les données, comment l'intégrer, quel est le timing, qu'est-ce qu'il faut, et aussi quels vont être les attributs ou les informations ou les assets qui vont être nécessaires d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, pour que nous, on puisse continuer notre travail d'édition de contenu produit qui va permettre de répondre aux enjeux de distribution de demain. Merci beaucoup à tous les deux. Bon, je pense qu'on peut les applaudir.